Ça, à droite, ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme une destruction du parti ou le début d'une destruction du parti, mais c'est quelque chose qui a laissé des traces. C'est en tout cas ce qui est considéré auprès des cadres républicains comme le début de la fin, parce que c'est cette affaire-là, plus l'affaire précédente Nicolas Sarkozy, qui a conduit à la primaire de 2016, les fameuses déchirures entre les trois camps Juppé, Fillon, Sarkozy, et le fait qu'ils se tapent dessus, qu'ils n'ont pas réussi à s'allier pour gagner ensemble en 2017, ce qui a conduit à la double élection d'Emmanuel Macron. La difficulté en fait que vous avez lorsque vous êtes à droite, c'est que vous êtes traversé entre deux paradoxes. Le premier, c'est celui qu'il faut trouver un chef parce que c'est un parti qui est bonapartiste et qui s'incarne par un chef. L'autre côté, c'est que en fait, il faut quand même choisir un chef. Et comment choisir un chef? Est-ce qu'on le choisit maintenant à travers la présidence de LR ou est-ce qu'on le choisit après à travers une primaire désignant le candidat à l'élection présidentielle? Et aujourd'hui, c'est ça le sujet que pose Bruno Retailleau avec Laurent Wauquiez, c'est qu'il dit à Laurent Wauquiez que l'accord qu'ils avaient passé ensemble au moment de rentrer au gouvernement et au moment de la nomination de Michel Barnier était le suivant. Retailleau rentrait au gouvernement et Wauquiez devait reprendre la mission de reconfiguration de la droite et de refondation, donc devenir président des Républicains. Retailleau considère que maintenant, il a le droit de casser l'accord parce qu'il est plus populaire et que, au lieu d'avoir la question du leadership qui est posée à l'été 2026, il l'avance maintenant au printemps 2025. Et en fait, c'est ça pourquoi est-ce que Wauquiez n'est pas content et pourquoi est-ce qu'il y a une véritable difficulté au parti, parce qu'ils étaient à peu près tous mis d'accord. Lorsque vous interrogez la direction provisoire, lorsque vous interrogez l'entourage de Laurent Wauquiez ou l'entourage de Bruno Retailleau, ils vous disent à peu près que c'était ça à peu près les rôles. C'est que Bruno Retailleau était prêt à céder la place à Laurent Wauquiez pour entrer au gouvernement lorsque Michel Barnier était Premier ministre. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à une telle popularité, peut-être? Non, je pense qu'il ne s'attendait pas, Laurent Wauquiez, parce que ça fait quand même 2 fois qu'il se fait avoir, que l'accord soit brisé, parce qu'il s'est fait avoir aussi par Éric Ciotti il y a quelques mois, qui lui a quand même fait des mauvaises manières, et maintenant avec Bruno Retailleau. Donc c'est un peu ça, la première difficulté. La deuxième difficulté, pour Bruno Retailleau, ça va être à la fois, je pense, non pas uniquement d'être ministre de l'Intérieur et d'être candidat à un parti, parce que ça a déjà été connu, c'est plutôt comment on fait vis-à-vis des militants républicains pour incarner la rupture avec Emmanuel Macron et le bloc central macroniste lorsque vous êtes membre d'un gouvernement qui est dirigé par François Bayrou. Et actuellement, Laurent Wauquiez a une ligne d'attaque. Il pourra dire, est-ce qu'on pourra vraiment incarner l'après-Macron lorsqu'on a été ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, ce qui va poser une véritable difficulté avec des attaques qui vont être quotidiennes si Laurent Wauquiez est vraiment candidat, en disant, regardez, Bruno Retailleau renonce à sa loi immigration, renonce à sa loi narcotrafic pour plaire à Yael Braun-Pivet, pour plaire à François Bayrou et pour plaire à Elisabeth Borne. Et donc, il y a pas mal d'angles d'attaque qui fait que Laurent Wauquiez peut attaquer, mais ces angles d'attaque-là vont créer forcément un affrontement qui risque d'être virulent. Ça veut dire quoi, s'élargir, William Tay? L'élargir, c'est la question de la stratégie qui est portée par les Républicains depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en 2007, et ce qu'on appelle la ligne Buisson, c'est-à-dire que la droite a toujours été traversée entre deux tactiques. Soit vous allez au centre, soit vous allez davantage à droite pour aller chasser l'électorat de Marine Le Pen, et à l'époque celui de Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, la question qui se pose pour Bruno Retailleau lorsqu'il parle d'élargissement, c'est est-ce qu'il espère créer un grand bloc commun type UMP, alors que normalement il était plutôt sur un partisan d'aller beaucoup plus à droite, en allant chercher au centre. Et de la même manière, Laurent Wauquiez, quelle stratégie il va proposer? Et en fait, les deux vont proposer des stratégies qui seront diamétralement opposées. Mais non, donc là, ce qu'il veut, c'est aller plus au centre que vers l'extrême droite. C'est ce que je vous dirais s'il était membre du gouvernement, et peut-être qu'il est candidat à la présidence de LR parce qu'il pense qu'il va partir et changer d'électorat pour viser un électorat qui lui est réputé plus favorable en raison de ses positions sur la sécurité, l'immigration et l'autorité. Donc ça va être la question qui va être posée pour chacun des deux. Quelle stratégie pour Bruno Retailleau? Quelle stratégie pour Laurent Wauquiez? Autre point aussi, c'est quelle est la ligne politique portée par les Républicains, implicitement à celle de la stratégie. Est-ce qu'en fait, sur les points de vue, sur les questions économiques, on considère que Macron était trop libéral, ou est-ce qu'il n'était pas assez libéral et qu'il faut aller encore plus loin sur les questions de sécurité, d'immigration? Est-ce qu'il considère que comme Marine Le Pen essaie de se normaliser, se dédiaboliser, il faut aller encore plus à droite, remettre en cause la CEDH, revenir sur le contrôle des flux migratoires de manière beaucoup plus importante pour essayer de préempter son espace, un peu comme ce qu'avait fait Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. Donc c'est ça la question qui est posée à Bruno Retailleau, et c'est ça également la question qui est portée par Laurent Wauquiez. Mais normalement, en fait, vous faites ça traditionnellement, non pas dans une campagne interne, parce que dans une campagne interne, vous avez des délégués de circonscription, vous avez des présidents de fédération qui vont dire comment on fait pour les élections municipales, qui on investit à Paris, qui on investit à Lyon, qui on investit à Marseille. Normalement, vous faites davantage ça à la présidentielle. Vous avez deux projets qui s'entrechoquent, et le projet étant la traduction d'une ligne politique qui est portée par les différents candidats. Mais Bruno Retailleau considère que s'il devient président des Républicains, il sera le candidat naturel de la droite, et donc il sautera et il exclura automatiquement la primaire, parce qu'on imagine mal Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, le plus populaire et président des Républicains, céder la place à un Xavier Bertrand, un Laurent Wauquiez, une Valérie Pécresse. J'ai un point sur la question de la présidence de LR spécifiquement. Si Bruno Retailleau, véritablement son intention et ce qu'il veut proposer aux militants LR, c'est un élargissement au centre et une fusion avec les anciens macronistes, je pense que ce ne soit pas très très populaire vis-à-vis des militants. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un militant LR aujourd'hui? Un militant LR, c'est un militant qui a payé son adhésion
envers Valérie Pécresse, qui est tombée à 4,78%. C'est un militant qui est resté malgré le départ d'Éric Ciotti. Donc c'est quelqu'un qui est très légitimiste. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Vous n'êtes plus à l'époque de Copé, Fillon ou Sarkozy. Il y avait 300 000 adhérents. Il n'y en a plus que 40 000, 50 000. Donc Non, il y en a plus que ça. Il y en a un peu plus, mais en tout cas, ils sont pas énormément non plus. Et ces 50 000-là, ou c'est peut-être un peu plus, ceux-là sont sur une ligne qui est très légitimiste et surtout n'ont jamais rejoint Emmanuel Macron. Donc là, peut-être que le match... D'ailleurs, c'est à eux qui s'adressent dans le courrier. Oui, vraiment... oui, mais c'est à eux qui s'adressent, mais il y aura une véritable difficulté. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura une ligne, vraisemblablement, si Daïk a raison, Retailleau, et donc Retailleau va proposer un élargissement au centre en disant il y aura une fusion implicite, il va recréer l'UMP, quoi, en gros, un peu ce que faisait Alain Juppé et ce qu'avait fait Jacques Chirac. Et de l'autre côté, Laurent Wauquiez a quand même une ligne à jouer, donc il n'a pas perdu la présidence du parti, en disant moi, je n'ai jamais cédé aux sirènes du gouvernement, je me suis jamais fondu dans le macronisme. Il va proposer vraisemblablement, si c'est sur cette ligne-là, une identité politique qui est distincte et du macronisme et du lepénisme. Et je pense que historiquement, dans un parti, c'est cette ligne-là qui est majoritaire. Ça ne veut pas dire au sein des sympathisants, auprès des électeurs de droite, là, c'est pas pareil. Mais auprès des militants stricto sensu qui payent leur carte et qui payent leur adhésion, eux sur cette ligne-là. Non, mais eux seraient plutôt sur même une ligne Wauquiez, indépendance, plutôt que sur une ligne de fusion et d'ouverture, dans la mesure où ça a été la ligne traditionnelle des Républicains depuis 2017. De s'engouffrer dans cette brèche avec LFI. Il y a une incertitude sur la position du Parti socialiste, c'est est-ce qu'ils veulent faire tomber François Bayrou ou pas. En fait, on sait qu'ils voulaient maintenir un budget parce que beaucoup d'électeurs de gauche voulaient un budget, même si ce n'était pas exactement leur budget à eux. Mais il y a une incertitude sur la position des socialistes et des électeurs socialistes sur est-ce qu'il faut faire tomber François Bayrou. Pourquoi est-ce que ça y a une incertitude? Premièrement, si François Bayrou tombe, vont tomber à peu près dans une crise institutionnelle et une instabilité gouvernementale. Qui dit instabilité gouvernementale dit éventuellement deux choses, soit dissolution lorsque le président de la République retrouve l'usage de la dissolution, à savoir le 8 juillet 2025. Il ne pourra pas le faire le 8 juillet parce qu'il ne pourra pas provoquer d'élection en août, mais à minima en septembre 2025. Autre point, ça c'est plutôt pour la France insoumise, c'est provoquer la chute de plusieurs gouvernements afin de faire porter directement la responsabilité du chaos institutionnel sur le président de la République et le conduire à la démission. Je pense que les socialistes s'interrogent dessus. Pourquoi? Lorsque vous regardez la situation électorale et la situation politique, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à repartir en élection en septembre prochain? Lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, elles sont très claires. S'ils repartent en élection, les socialistes et les insoumis vont repartir avec beaucoup moins de députés qu'ils n'ont actuellement. Autre point aussi, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à repartir en élection législative alors qu'ils auront besoin de la France insoumise pour conserver leur siège et pour se faire élire? Autre point, et c'est le point le plus intéressant, c'est que les socialistes ont besoin notamment des élections municipales. Or, dans les élections municipales, on voit qu'il y a une concurrence entre la France insoumise et le Parti socialiste dans cette affaire. Donc à peu près tout ça se regroupe. Et ce qu'on ne connaît pas véritablement, c'est quel est l'objectif du Parti socialiste. Uniquement s'afficher dans l'opposition, ou est-ce qu'ils ont l'objectif de faire tomber François Bayrou afin de porter un coup décisif contre le mandat d'Emmanuel Macron et se réinscrire définitivement dans l'opposition? Mis à son crédit qu'effectivement, il n'a pas énormément d'apparitions publiques, mais il a repris en main le parti. Il y a deux sujets pour Gabriel Attal avec cette proposition-là. La première, c'est que Attal est dans une position qui est compliquée et que depuis la dissolution, sa cote de popularité s'est effondrée, que ce soit dans les intentions de vote à la prochaine élection présidentielle ou que ce soit en termes de cote de popularité. Laurent Saillet l'a rappelé, ce qui lui a coûté très cher, c'est d'avoir appelé à voter la France insoumise alors qu'il avait acquis un capital assez important auprès de l'électorat de droite en incarnant l'autorité au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et l'autre point qui lui coûte très cher, c'est au sein des électeurs macronistes, c'est que taper sur le président de la République auquel il doit tout, ça veut dire qu'il n'a pas été grâce à Attal et les gens n'ont pas choisi Attal. C'est Emmanuel Macron qui a nommé Attal à plusieurs reprises à des ministères importants, qui lui a confié une belle responsabilité. Et surtout, Attal incarnait même physiquement le macronisme et la succession d'Emmanuel Macron. Donc quand vous incarnez ça et que vous tapez sur votre supérieur hiérarchique, je pense que l'électorat qui a soutenu le président de la République il y a quand même moins de 3 ans, lui en veut un peu beaucoup. La dernière difficulté, c'est qu'en fait, on ne connaît pas son chemin à Gabriel Attal. Est-ce qu'il veut faire une rupture à Emmanuel Macron à gauche? Est-ce qu'il veut faire une rupture à Emmanuel Macron à droite? Ou est-ce qu'il veut incarner une forme de continuité du macronisme? Et aujourd'hui, on voit bien qu'il a quand même une véritable difficulté et on ne sait pas ce qu'il pense véritablement, dans la mesure où beaucoup de gens, beaucoup de patrons, beaucoup d'acteurs politiques lui reprochent de ne pas avoir de colonne vertébrale. L'autre point qui est quand même important, c'est la justice des mineurs. Et là-dessus, il apporte un véritable sujet, notamment après les émeutes de 2023.